Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où j'ai l'immense plaisir de recevoir Harold Gardas. Merci beaucoup d'être là, Harold. Avec grand plaisir. C'est très chouette. Pour être tout à fait transparent, on a un peu galéré à trouver le rendez-vous. Ça a été un peu dur. Ouais. Du coup, merci beaucoup d'avoir trouvé la dispo. C'est vraiment très chouette. Je suis reconnaissant de ça. Merci beaucoup. Merci à toi parce que je t'en devais une. Tu es venu faire un excellent talk chez Com. Donc voilà, c'est normal. Super. On va parler aujourd'hui, donc Harold, toi t'es le dirigeant d'une agence de communication à Paris qui s'appelle Com. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? C'est une boîte en hyper croissance qui est très visible sur les réseaux. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, donc c'est une agence qu'on a créée avec Flo, donc mon cofondateur et associé, il y a 4 ans. En 4 ans, on a pas mal grossi. On est passé de 0 à 40 collaborateurs. Initialement bootstrap, donc sans levée de fonds. Et depuis peu, on a levé un peu de sous pour devenir un groupe. Donc on a une phase de M&A, de croissance externe pour acheter des structures. Et écoute, on est donc une agence de communication qui crée du contenu à 360 pour nos clients, également un média qui s'appelle Comédia, qui donne de l'info entrepreneuriale avec des formats assez créatifs et novateurs. Et jeune papa depuis cette semaine. Félicitations. Et voilà, merci. Voilà pour la présentation rapide et efficace de Com. Super, c'est top. Ce qui est important pour toi, quand on a préparé ce rendez-vous, on se disait qu'il y avait des vrais sujets de croissance extrêmement importante de Com. Tu dis, en 4 ans, vous êtes passé de 0 à 40. Donc, effectivement, ça va très, très vite. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui arrivent en même temps et qu'un de tes sujets, c'est comment est-ce que je structure finalement une ligne managériale, parce que tu peux pas tout piloter. Tu as besoin de t'appuyer sur un certain nombre de relais. Comment est-ce qu'on installe ce truc-là? Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi la nature du sujet dont tu voudrais qu'on discute aujourd'hui? Ok, donc du coup, effectivement, ça fait 1 an qu'on a mis en place un système de middle management, donc des managers en direct avec les équipes opérationnelles. Et il s'avère qu'on a un sujet de complexité, c'est que on a mis à la place des managers des personnes qui sont historiquement les plus anciens chez Com. Donc on leur a donné les billes parce qu'ils sont légitimes à prendre ce poste, mais qui n'avaient pas forcément les compétences initiales de management, qu'on n'avait pas nécessairement avec Flo non plus, puisque on a appris en grandissant, et ce qui fait que on les a mis à la place de managers par légitimité, mais sans forcément avoir les compétences. On les a pas forcément suffisamment accompagnés dans la manière de bien faire en étant manager. Et donc nous, nos enjeux, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire monter en puissance les équipes managériales, les fondateurs, pour pouvoir avoir les bonnes pratiques, les bons usages. Et voilà, c'est ça en gros les gros enjeux du moment chez Com en interne. Super. Bon, j'ai un premier petit schéma. Donc, dans le podcast, souvent on fait des petits schémas. Ça permet d'éclairer les uns et les autres. Donc, vous retrouvez le schéma dans les pages. Et normalement, ça s'affiche quelque part sur l'écran, mais je sais pas encore. En gros, si on devait dessiner une pyramide, tu vois le schéma en même temps que moi. Si on devait dessiner une pyramide, en fait, l'enjeu c'est que y a des dirigeants. Et on pourrait imaginer que la pyramide, elle n'a que les 2 premiers étages au début, avec des dirigeants en haut, des collaborateurs en dessous. Et une fois qu'il y a de la croissance, souvent, c'est une croissance qui s'organise par le bas, dans les entreprises en structure, où effectivement, on va aller recruter des nouveaux stagiaires, des nouvelles personnes, mais qui viennent dans des équipes de production. Du coup, les gens qui étaient des collaborateurs, c'est ce que tu décrivais, par ancienneté, c'est des gens qui se retrouvent N-1 des dirigeants qui se retrouvent en fonction de management. Et puis quand j'ai une deuxième couche qui arrive, même les gens qui étaient la deuxième couche de collaborateurs, on vient rajouter une couche supplémentaire. Donc des gens peuvent se retrouver en situation d'être manager de manager dans un espace-temps qui est finalement extrêmement rapide. Donc ça, c'est un élément très intéressant et a priori, c'est ce que vous faites bien. C'est-à-dire vous êtes dans une logique de promotion interne. C'est ce que tu nous disais il y a quelques instants. Donc, clairement, ça fonctionne effectivement plutôt positivement de se dire, je crée des parcours internes. La limite, c'est qu'on se retrouve avec des managers qui sont
légitimes au titre de leur ancienneté dans l'entreprise et au titre de leur expertise technique, mais qui n'ont pas forcément vécu des échecs de projet, qui n'ont pas forcément vécu des difficultés managériales, qui n'ont pas forcément vécu certaines problématiques techniques. Et ça, pour le coup, on le retrouverait plutôt chez des gens à l'extérieur. Donc, en gros, si on faisait un petit dessin aujourd'hui que je fais assez souvent, c'est qu'en fait, tu as une coexistence dans l'organisation de deux hiérarchies, en réalité. On pourrait représenter des cercles concentriques. Je ne sais pas si tu vois bien le schéma que je suis en train de faire. Je vois très bien. Voilà. Les trois cercles concentriques avec les dirigeants qui sont au cœur, des X qui sont les gens qui étaient là depuis le début, et puis les Y qui sont les gens qui arrivent en deuxième temps. Et dans ton organisation, tu as un organigramme à côté de ça, avec effectivement plusieurs couches au fur et à mesure qui viennent compléter ça, avec souvent le premier réflexe, ce que toi tu es en train de décrire, c'est de dire je vais prendre les X ici, parce que ils vont être rattachés directement à moi dans l'échelon hiérarchique, et je vais mettre des Y ici. Le risque de cette tactique-là, c'est que tu te retrouves avec un défaut d'expertise sur certains sujets, et en tout cas, un défaut d'expérience derrière de gens qui n'ont pas vécu tous les échecs, etc. L'autre tactique, dont j'imagine que tu es en train de la mettre en place, c'est de se dire, je vais mettre des Y là en fonction de responsabilité, et puis je vais avoir des X qui vont être à l'étage d'en dessous. Le gros risque de cette situation-là, si tu regardes les cercles concentriques, c'est qu'en fait, quand le X là qui est en dessous du Y, il n'est pas complètement content de la situation qu'on est en train de vivre, il a un accès direct aux dirigeants parce qu'en réalité, il est dans son premier cercle concentrique. Et dans beaucoup d'organisations en croissance qui vont chercher de l'expérience à l'extérieur, ils ont ce sujet-là à traiter, de se dire comment est-ce que je m'organise pour ne jamais bypasser les gens qui sont venus en fonction là, que je garde du lien personnel avec les gens qui étaient là au début de l'histoire, mais pour autant dans la gestion quotidienne, je laisse en responsabilité, je bypasse pas les gens que j'ai été chercher en fonction. Donc il y a aucun des deux schémas qui est meilleur que l'autre pour le coup, mais il faut se dire que il y a une espèce de coexistence de deux méthodes, donc votre logique de promotion interne, la logique d'aller chercher des gens à l'extérieur pour apporter de l'expérience dans l'organisation, mais que chacun de ces schémas-là a des avantages et des inconvénients. Ok, donc, hyper clair. Arriver à mixer les deux et en tout cas d'être capable de parler de ces projets-là, en tout cas de ces situations-là, de bien dire, il y a un risque, y compris avec les Y qui arrivent, de dire quand ils sont en situation de responsabilité, de dire, ok les gars, il y a un risque que je vous bypasse de temps en temps, ça peut arriver. Comment est-ce que on est capable d'échanger sur ce sujet-là et d'être clair avec les X en disant, on a mis quelqu'un en position intermédiaire, de manager intermédiaire, c'est sur un certain nombre de sujets, t'es pas censé me remettre dans la boucle. Ouais, et c'est souvent même, tu vois, je trouve que c'est moins le Y qui peut être bypass plus que le X qui se dit, je suis là depuis 4 ans chez Com, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, il a pas vécu tout ce qu'on a vécu, l'hypercroissance, l'hyper-investissement que j'ai pu avoir au sein de la structure, et il vient de l'extérieur, il arrive et j'ai des ordres qui me sont donnés, et il y a parfois eu un peu un décalage d'attente entre le fait qu'il y ait des jeunes qui se disent, je suis dans une start-up parce que j'ai l'envie d'évoluer et d'hyper évoluer en interne, et tu peux pas avoir de la place pour tout le monde, donc ça c'est toujours de toute façon une question de communication interne, c'est toujours lié à ça, mais c'est plutôt dans ce cas d'usage, tu vois, que ça m'est arrivé, plus que de bypass un Y qui serait un externe, mais clairement. Dans l'exemple extrême, dans certaines organisations, il y a des dirigeants qui ont décidé, je dis bien exemple extrême, mais qui ont dit, en fait, les gens qui sont X ne sont pas compétents pour prendre ces positions-là. Ils n'ont pas les compétences, surtout quand on grossit beaucoup et que du coup, on se retrouve avec plusieurs dizaines, voire centaines de collaborateurs. Je ne peux pas les avoir dans une espèce de comité de direction parce que c'est des très bons experts. Il y a des choses qu'ils font très bien, mais on a atteint une partie de leurs limites. Par contre, je veux les récompenser des efforts, entre guillemets, qu'ils ont fait dès le début. Et certains sont allés jusqu'à de l'actionnariat, par exemple. De dire, dans mon premier cercle, les 5-6 qui étaient là au début, dont je sais que l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est s'ils n'avaient pas été là, pour le coup, je les récompense autrement que par cette logique de promotion, mais je leur donne effectivement quelque chose, y compris une part mineure dans l'organisation. Ouais. Ça peut arriver. Je dis bien que c'est un exemple, entre guillemets, extrême, mais c'est un sujet de dire comment est-ce que je vais valoriser les collaborateurs qui étaient là au début, et c'est pas forcément par une promotion hiérarchique, ça peut être par d'autres leviers. Et c'est d'ailleurs, je trouve, je me demande même si c'est extrême ou pas plus courant que ça, puisque tu vois le système de BSPCE qui sont de données départ, donc vestés auprès des jeunes arrivants, j'ai vraiment le sentiment que ça arrive souvent. Nous, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place chez Com et qu'on veut valoriser pour les plus anciens. Et certains d'entre eux, donc tu vois, c'est parfaitement l'exemple, sont pas nécessairement managers, mais pour autant, ils vont potentiellement bénéficier des BSPCE parce qu'ils sont là depuis le tout début et que du coup, on a envie de les récompenser en ce sens. Donc tu vois, c'est intéressant parce que c'est vraiment un système que nous on met en place. Alors on va mettre en place plutôt des agas, je sais pas pour ceux qui veulent s'y intéresser, mais voilà.
En tout cas, là, tu pourras aller regarder, et les gens qui nous regardent pourront aller regarder d'autres épisodes autour des leviers de motivation pour bien identifier ce que sont les leviers de motivation de chacune des personnes qu'on a en face de nous. Parfois, on présuppose qu'ils ont envie d'avoir des responsabilités, qu'ils ont envie d'avoir de l'autonomie ou et qu'on pourrait les promouvoir et que ça leur paraît logique. Souvent, c'est une transposition de nos propres leviers et que parfois, c'est pas forcément le cas pour eux. Donc, le manager doit toujours prendre de la distance en se disant, est-ce que les leviers de l'individu que j'ai en face de moi sont bien ceux que j'imagine? Comment est-ce que je vais le vérifier par l'échange avec lui? Et peut-être qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qu'il cherche. Ouais. Typiquement, quelqu'un qui dit, je voudrais bien être promu, ou tu vois, j'ai de la frustration depuis 4 ans, je suis là et c'est pas moi qui prends un poste de responsable. Est-ce que vraiment il cherche à avoir plus de responsabilités ou est-ce que c'est une question de valorisation personnelle, une question peut-être d'ego ou de reconnaissance? Et peut-être que cette reconnaissance peut passer par autre chose, sans forcément l'exposer à des responsabilités qui risquent de le mettre en réalité en difficulté avec le temps. Parfaitement d'accord. J'ai plein d'amis qui sont dans des structures, qui sont montés managers parce qu'ils voulaient être managers, parce qu'ils sont là depuis longtemps, etc. Donc vraiment pour une question de valorisation et qui pourtant ont rétropédalé en disant j'étais bien mieux sans être manager et d'avoir toute la pression managériale de gérer une équipe. Donc parfaitement d'accord. Donc ça, c'était notre premier sujet, de se dire comment est-ce que je mixe finalement les deux stratégies à l'intérieur de l'organisation, de promotion interne et en même temps d'aller chercher des gens à l'extérieur, et un truc que vous faites effectivement déjà très bien chez Chrome. Le deuxième élément, c'est, et là il y a un des trucs que vous faites plutôt pas mal chez vous, puisque je vous ai rencontré il y a quelques temps, c'est comment est-ce que je dédie du temps à la montée en compétences des gens. Et là, il y a 2 axes, un axe individuel et un axe collectif, et je vais peut-être te laisser la parole rapidement sur moi, ce qui m'a marqué chez vous, c'est que la montée en compétences collective est quelque chose qui est important pour vous et que du coup, vous organisez régulièrement des temps qui sont dédiés à ça. Donc, vous m'avez fait venir une fois sur un sujet de management qui était un temps assez court, de un peu moins d'1 heure, mais à destination de toutes les équipes qui étaient disponibles à ce moment-là pour leur expliquer un certain nombre de fondamentaux. Mais vous faites ça souvent? Alors, on fait ça souvent, on fait ça 1 fois par mois. Donc, super. Ça dépend de ce qu'on entend par souvent. Mais voilà, 1 fois par mois, il y a un expert qui vient faire monter en compétence les équipes sur des différents sujets. En l'occurrence, l'autre fois sur le management. C'est vrai qu'on a une logique de montée en puissance de groupe plus qu'individuel. Et ça, on y revenait. C'est là où je pense qu'on a vraiment un axe d'amélioration. C'est qu'il faut adapter la formation des managers en fonction de leur écosystème, puisque dans une industrie comme la nôtre, on a des personnes qui captent un message d'une manière bien différente d'un pôle à un autre. Tu as ceux qui sont liés au commercial, à la gestion de projet, qui ont une logique très business, très héroïste de leurs actions, quand tu as un autre pôle qui est beaucoup plus créatif et qui, pour un même message, n'a pas du tout la même résonance. Donc, c'est-à-dire que le management doit s'adapter. Ça veut dire que forcément, un message qui est un message un peu groupé, va être perçu différemment par les pôles. Donc, il faut réussir à adapter une montée en puissance managériale en fonction de ces pôles et en fonction de leur écosystème. Et ça, c'est un truc sur lequel on doit encore monter en compétence, clairement. Ok. Et vous faites d'autres trucs en termes de montée en compétence des équipes collectives? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une force chez vous. Alors, on a une demi-journée qui est allouée, donc c'est tous les lundis matin, une journée qui est allouée pour de la découverte d'outils. Donc, c'est plutôt technique, mais c'est des outils qui permettent d'être plus efficaces, d'être plus productifs sur ses missions quotidiennes. Collectivement, alors après, on a des outils de communication qui permettent d'avoir une hyper communication en interne avec des mystery box qui sont une box sur laquelle les personnes peuvent remonter des infos de manière 100% anonyme, aussi des volontés de monter en compétence sur des sujets qu'on nous fait remonter sur cette plateforme. Et c'est à peu près tout. C'est riche déjà. C'est déjà pas mal. Mais voilà. Mais tu vois, peu de montée en compétences vraiment individuelles. Ça, on l'a peu fait. Parce que, en fait, c'est toujours la logique de se dire on a trop de choses à faire et ça arrive un petit peu dans la fin de la to-do, alors que j'ai vraiment l'impression que pour pouvoir construire quelque chose de pérenne et qui a vraiment de la croissance dans le temps, il faut bosser ses fondamentaux, parce que c'est un peu notre première pile de Capla. Je sais pas si tu jouais au Capla quand tu étais jeune, mais la première pile de Capla, faut qu'elle soit hyper solide, et ça, c'est les managers qui structurent cette première pile, quoi. J'adore l'image du Capla. Moi, j'étais plutôt Lego, mais du coup, tu vois, ça tient mieux quand même. Tu vois, c'est moins fragile. Okay. C'était une autre époque. Aussi, surtout. Clairement, moi, ce que j'explique à tous les managers et notamment à tous les dirigeants, c'est que manager, et ceux qui écoutent tous les épisodes vont avoir l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase, manager, c'est une compétence qui se développe.
C'est exactement comme une langue étrangère, du sport ou de la musique. En gros, faut comprendre la théorie, mais faut mettre en application. Et ça nécessite du temps. Et que parfois, dans les structures en croissance, ce qui manque le plus, c'est du temps dédié à l'activité managériale. Parce que manager, c'est faire beaucoup de choses. C'est évidemment suivre la qualité du travail des équipes, c'est suivre les plannings de travail, suivre la production, mais c'est aussi résoudre des conflits, être attentif aux profils de personnalité de chacun, à leur levier de motivation. Suivre ça nécessite énormément de temps et nécessite un certain nombre de compétences. Il viendrait pas à l'idée de personne de confier les clés d'une voiture à quelqu'un sans qu'il ait pris des leçons de conduite. C'est un peu ce qu'on fait avec les managers. C'est de dire, en fait, je te mets dans une situation de management alors que je t'ai pas expliqué comment identifier les leviers de motivation de quelqu'un, repérer les différents profils de personnalité et savoir travailler avec, déléguer correctement, parce que déléguer, c'est pas distribuer du travail, il y a une logique de responsabilisation, comment faire du feedback sans que ça devienne un point de crispation, comment est-ce que les différences culturelles existent, comment est-ce que j'ai des biais cognitifs dans ma prise de décision et dans mon fonctionnement managérial, notamment par exemple en recrutement, comment est-ce que je prends de la distance et que je suis pas juste dans quelque chose de très olfactif. Si on donne pas ces clés-là à un manager techniquement, c'est difficile, presque héroïque, voire magique, finalement, d'y arriver. Donc, il y a un vrai truc autour de construire un parcours de développement ou de partage, parce que sans forcément aller dans un investissement de formation, parfois, il y a des sujets de coûts, entre guillemets, quand on pilote un BFR d'entreprise en croissance où on n'a pas forcément toujours les fonds. Mais par contre, il y a toujours quelqu'un qui maîtrise bien une partie de la compétence managériale qui veut le partager avec les autres. En tout cas, c'est pour le dirigeant d'être vigilant à... Même si on est fragile et qu'on maîtrise pas tous la totalité des compétences managériales, comment est-ce qu'on s'aligne, ou en tout cas qu'on partage les uns avec les autres et qu'on dédie suffisamment de temps au management. Ouais, et puis, et ça dépend de la qualité du temps aussi alloué, parce que tu vois, si nous, managers, nous, fondateurs, on alloue du temps à nos managers, mais qu'on n'a pas les bonnes pratiques, alors qu'on est fondateur, en fait, on va répondre à une espèce de méthodologie qui n'est pas forcément la bonne, alors qu'on se dit, on investit du temps, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, c'est certainement que c'est un mauvais manager. Alors qu'en fait, la racine du problème vient en amont, c'est qu'en fait, c'est pas parce que t'es fondateur et que t'as grossi la structure que t'es forcément bon manager. Et moi, tu vois, je m'en suis rendu compte, j'ai vraiment l'impression d'être mauvais manager. En tout cas, j'ai été mauvais manager. J'apprends à monter en compétence sur ces sujets. Mais pour moi, trop longtemps, le management, c'était d'être gentil avec les gens, de savoir, alors c'est très certainement une qualité, et je fais pas le vieux chevalier blanc qui fait semblant d'être très gentil, mais en vrai, vraiment, je me disais, voilà, si je suis sympa avec la personne va se sentir motivée, va se sentir épanouie, et ça va aller de l'avant. Alors que j'ai l'impression que c'est très certainement une compétence, une qualité du manager, mais pas du tout la totalité de... En tout cas, tu vois, moi, l'exemple que je prends souvent avec des managers qui me parlent justement de gentillesse, faudrait déjà être capable de se dire qu'est-ce qu'on met derrière être gentil. Et en fait, je prends le contre-exemple. Évidemment, on va recommander à personne d'être méchant avec les collaborateurs. Ça viendrait à l'idée de personne. Mais par contre, derrière être gentil, qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, il y a cette logique quand je parle de feedback, de dire à quelqu'un ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, ce sur quoi il faut qu'il corrige ses comportements. Le premier élément que je leur donne, c'est il faut distinguer l'individu du comportement. On ne fait jamais de feedback à un individu au sens, on ne vise pas sa personne, mais on vise les comportements qui sont les siens. Donc déjà, quand on prend cette distance-là, c'est plus facile de dire à quelqu'un, ce comportement-là, c'était pas, pour le coup, c'était pas le bon. Et t'as une partie de managers qui, souvent, quand il y a quelque chose qui va pas, ils ont tendance à faire à la place du collaborateur ou à pas forcément oser lui dire. Justement, dans cette espèce de logique de bienveillance où non mais ça pourrait le blesser, c'est un problème. Je leur dis retournez le sujet. Si à vous, quelqu'un savait que vous êtes en train de mal faire quelque chose mais qui ne vous le dit pas, est-ce que vous trouveriez ça sympa? Et la plupart du temps, ils vous disent non, c'est pas très cool de laisser quelqu'un s'empêtrer et s'enferrer dans les erreurs. En fait, c'est là où je leur dis un manager, il n'est pas forcément là pour être gentil au sens surprotéger un collaborateur en évitant de lui dire des choses qui sont importantes pour lui, ce qui déresponsabilise en réalité, voire l'infantilise. Mais au contraire, c'est de lui dire avec bienveillance, en lui donnant les bons moyens pour progresser, mais de lui dire effectivement ce qui va pas. Totalement d'accord, vraiment, clairement. Et du coup, être gentil, finalement, c'est parfois dire à quelqu'un ce qui fonctionne pas. Ouais, mais c'est ça, il faut savoir trouver le bon équilibre. Et puis, il y a aussi fond et forme. Enfin, voilà, à partir du moment où tu arrives à mettre la forme, même quand tu fais une critique constructive, je pense que si déjà un manager ne sait pas entendre ça, c'est qu'a priori, c'est pas forcément le bon manager au sein de la structure. Souvent, on dit dans les feedbacks, il y a deux trucs auxquels il faut faire attention. Donc, effectivement, c'est la distinction du comportement et de l'individu. Le deuxième truc, c'est bannir le verbe être. À partir du moment où je dis tu es quelque chose, je vise entre guillemets la personne. Donc toujours faire cet effort en préparant forcément ces feedbacks de dire à quel fait
je fais référence et de quelles actions je suis en train de parler. Et là, en général, c'est effectivement plus facile à entendre pour les collaborateurs. C'est Okay. petit tips. Bannir le verbe être et viser effectivement le comportement, être le plus factuel possible. Ok, très clair. Et dernier truc, parce que je vois le temps qui file, le dernier truc qui me semble important quand on installe une ligne managériale, c'est de se mettre bien d'accord sur c'est quoi les compétences clés dans notre organisation et c'est quoi les challenges pour les managers dans notre organisation. Il y a plein de référentiels de compétences managériaux qui existent. Moi, je sais que je travaille pas mal avec celui de Lominger, qui est un référentiel de 67 compétences, mais à la limite, on peut en trouver plein. De se dire, c'est quoi notre base et pour nous, c'est juste pour éviter de partir de la page blanche. Mais pour nous, c'est quoi les compétences clés d'un manager? Est-ce que c'est sa capacité à faire du feedback? Est-ce que c'est sa vision stratégique? Enfin, c'est quoi les compétences qui sont vraiment les plus importantes dans notre organisation? Et je me suis lancé à un petit exercice avec l'aide de mon meilleur ami qui est ChatGPT en ce moment, qui, honnêtement, quand on pose bien la question, c'était pas mal. Et je lui ai demandé, en gros, c'est quoi, vu de sa fenêtre, dans une entreprise en croissance, dont les managers seraient face à un challenge d'équilibrer rentabilité et créativité. En gros, dans une agence de communication pour que tout le monde comprenne, tu vends des projets à un certain prix et tu vas produire du contenu derrière. Dans tes équipes, il y a des gens qui vont devoir essayer de tenir le budget pour pas déraper. Ouais. En ayant les meilleures pratiques possibles, mais en même temps, c'est tous souvent des gens qui sont très créatifs, qui sont là pour effectivement produire du contenu qualitatif à la hauteur de leurs ambitions, de leurs enjeux et de leur représentation d'eux-mêmes, et que parfois ils peuvent passer beaucoup de temps à produire quelque chose qui n'est pas exactement le besoin du client. Donc il y a un jeu de comment est-ce que dans chaque projet, je rends suffisamment les projets créatifs pour que tout le monde s'éclate entre guillemets et fasse des choses qu'il a envie de faire, et en même temps qu'on tienne correctement les budgets et les charges. Le challenge c'est absolument ça, ouais, okay. Clairement. Donc du coup, le challenge du manager, c'est comment est-ce que j'arrive dans tous mes projets à équilibrer la créativité et la rentabilité économique. Et quand j'ai posé cette question-là à ChatGPT, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a sorti, je crois que je lui ai demandé une dizaine de compétences. Ouais. Donc, il y en a plusieurs qui sont assez classiques, de dire comment est-ce que je définis des objectifs clairs, comment j'optimise mon processus créatif. L'idée, c'est comment est-ce que finalement, je reproduis pas quelque chose que j'ai déjà fait ailleurs. Si je peux dupliquer, je suis capable de dupliquer pour ne mettre de la créativité que là où c'est vraiment important. Bon, gestion du temps et des ressources, etc. Et puis, il y a plusieurs trucs que je trouvais intéressants. C'était à la fois la tarification appropriée. Est-ce qu'effectivement les managers sont très sensibles à la logique de c'est quoi le bon tarif, à partir de quand on gagne de l'argent, à partir de quand on en perd, et que parfois c'est important pour le manager, et dans pas mal d'organisations que j'accompagne, le manager opérationnel n'a pas toujours la visibilité de ce qui a été exactement vendu, et de où est le point d'équilibre finalement en temps passé au moins, pas forcément en euros, mais en temps passé, quel est le point d'équilibre. Parfois, ils n'ont pas toujours la bonne visibilité. Mais sachant que je trouve que sans data et sans données, c'est compliqué pour un manager de correctement manager, parce qu'il n'y a pas de levier en disant voilà les gars, vous n'avez pas forcément été suffisamment productifs si t'as pas de métriques et de KPI sur lequel tu peux te poser. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont des agences qui nous suivent, il y a un outil qui marche extrêmement bien qui s'appelle Furious, sur lequel tu as un espèce de dashboard où tu peux croiser les infos sur le taux d'occupation des équipes, la rentabilité brute nette des projets. Donc ça permet, je pense, de donner un maximum de billes aux managers pour pouvoir encore mieux manager leurs équipes, quoi. Si on l'utilise complètement. Absolument, oui. Ouais, comme des entreprises qui l'utilisent sans forcément mettre la valorisation entre guillemets derrière. Ouais. Du coup, on sait combien de temps les gens ont passé sur un projet sans savoir ce qu'on avait vendu comme temps et à partir de quand on est dans le rouge ou pas. Et puis, une compétence que je trouvais très intéressante, et j'ai trouvé ChatGPT un peu malin sur ce coup-là, c'est l'éducation du client. De dire, si j'éduque pas mon client suffisamment, il risque d'aller chercher un prix et pas forcément d'aller chercher le bon équilibre entre prix et qualité. Donc, je pourrais pas forcément y mettre le bon niveau de créativité. Il faut bien que le client comprenne la logique d'investissement créatif qu'il y a pour pouvoir produire le contenu qu'il attend. Donc, je trouvais ça pas mal. Et puis, clairement, donc, transparence financière paraît effectivement importante sur à quel moment il faut qu'on mette un coup de collier parce qu'on n'a pas le bon niveau de performance économique. Et puis, clairement, l'équilibre entre des projets rentables dans l'activité de chaque collaborateur, de se dire, il faut que le manager ait la visibilité sur est-ce que dans l'année, il a fait pas mal de projets suffisamment rentables, mais peut-être un peu moins intéressants, sachant que les deux s'opposent pas toujours, et suffisamment de projets passionnants, quitte à ce qu'ils soient pas complètement rentables, comment est-ce que je panache ce truc-là? Plus des éléments sur les réinvestissements et sur la diversification des services. Ce qui est intéressant dans cet exercice-là, plus que le contenu qu'on a là, c'est comment est-ce que je construis ça finalement avec mes équipes en disant, mais en fait, à nos équipes managériales s'entend,
comment est-ce qu'on définit ensemble ce que sont nos challenges et peut-être qu'ils ne sont différents d'un pôle à l'autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure, entre ceux qui sont au contact avec les clients, ceux qui sont plutôt dans de la prod ou dans de la post-prod. Quels sont finalement les enjeux de chacun d'entre eux et du coup, comment est-ce que ça se traduit en compétences managériales? Ça te parle, ça? Ouais, écoute, totalement. Et c'est vraiment, enfin, tu vois, ChatGPT est bon puisque c'est vraiment ce que propose une partie de l'outil dont je parlais. Ouais. Et ça permet en plus de donner plus de clarté aux équipes qui sont managées, plus qu'aux managers. OK, je comprends qu'il y a un carnet de bord. On est dans une entreprise qui doit être rentable, générer de l'argent, des bénéfices, etc. Et donc, du coup, ils ont en fait un cadre dans lequel ensuite il y a de l'autonomie et de la responsabilisation. Et je trouve que c'est bien parce que quand tu laisses trop de responsabilités, tu laisses place à des personnes qui vont faire des trucs très créatifs sans qu'il y ait de performance parce qu'ils n'avaient pas été guidés sur la bonne direction. Mais quand tu leur dis, voilà les gars, vous avez tant de budget pour respecter nos objectifs financiers, notre rentabilité, etc. Et ensuite vous laissez libre cours à votre créativité. Ça, je trouve que c'est le meilleur combo pour pouvoir avoir des projets à la fois rentables et en même temps avoir des équipes qui s'éclatent. Et ça doit être bien piloté par le manager qui doit, je pense, de plus en plus driver ses équipes par des chiffres et par du tangible, parce que sinon, tu laisses place à une espèce de sentiment c'est à chacun, au jugement de chacun, plus qu'à des trucs qui sont très tangibles, et ça marche moins bien, je trouve, dans la compréhension globale du groupe, quoi. Donc voilà. Du coup, étape d'après, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, c'est de travailler avec les équipes managériales en se disant, OK, et quelles sont les compétences managériales qui sont les plus importantes pour nous chez Com, qu'il faut qu'on mette en place dans chacun des pôles de manière un peu différenciée. C'est probablement, vu que vous faites déjà ça plutôt pas mal, c'est probablement votre prochaine étape de vous dire, OK, c'est quoi nos compétences managériales et derrière, lesquelles on maîtrise bien, y compris collectivement, de dire il y a peut-être X ou Y qui maîtrisent pas les mêmes compétences, comment est-ce qu'on fait notre portefeuille de compétences et à la fin, on identifie où est-ce que personne n'a la compétence et où est-ce qu'il faut aller la chercher à l'extérieur. Et qu'est-ce que tu penses tu vois, quand on t'a fait venir là pour le talk, je t'avais dit, je trouve ça cool de donner les bonnes billes aux managers, mais que les managers entendent les bonnes pratiques des personnes qui managent. T'en penses quoi? Tu penses que les managers doivent recevoir de la formation de manière un peu isolée et où le fait de faire un espèce de formation build-in public où tout le monde en fait a accès à la compréhension de pourquoi est-ce qu'on donne des bonnes pratiques à des managers, tu recommandes quoi? Moi, ma reco, c'est si tu as les moyens, si tu as la disponibilité, le mieux, c'est de former le maximum de gens. Parce que dans un feedback, c'est important de comprendre que le manager comprenne ce qu'il est en train de faire, mais à la limite, le collaborateur, il a au moins autant besoin d'avoir exactement ces règles-là pour le recevoir et en faire lui-même à son manager. Parce que ça marche, le feedback, dans les deux sens. Idem sur la délégation et la responsabilisation. Et j'ai le souvenir d'un commentaire sur le podcast d'une personne me disant c'était vraiment très éclairant le podcast que j'ai regardé, parce que ça me permettait de comprendre comment fonctionne mon manager et quelles sont les clés sur lesquelles il s'appuie pour travailler. Et qu'en fait, ça a fluidifié nos modes de fonctionnement qui n'étaient pas très fluides. Donc, en gros, si tu peux, et souvent les entreprises se posent pas la question que tu es en train de te poser, donc déjà, c'est une très bonne première étape. Et la deuxième étape, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de dédier du temps pour expliquer à tous mes collaborateurs le feedback, comment ça fonctionne, pas seulement à mes managers, mais du coup, à tout le monde. Si c'est possible, banco. Et est-ce qu'on peut même se dire que la formation, c'est pour les managers, mais c'est aussi dédié aux managers et de se dire, quand je suis manager, je vais voir quelle est la bonne attitude à avoir pour pouvoir fluidifier mon échange. Parce que tu vois, on a souvent l'impression à dire qu'on va subir le management de mon manager versus je vais alimenter et je vais me mettre dans une bonne situation pour que mon manager ait toutes les billes pour que ça se passe au mieux. Je trouve qu'il faut peut-être même inverser un peu la logique et avoir, tu vois, cette logique un peu d'association exactement. De co-responsabilité sur la relation managériale. Ouais. C'est un idéal. Ouais, écoute, on va essayer de mettre ça en place chez Com. Franchement, génial. J'aspire à, en tout cas. Mais... Harold, on arrive à la fin de cet épisode. Oui. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Qu'est-ce que tu dirais que tu retiens? C'est la question rituelle un peu que je pose. Qu'est-ce que tu retiens de ça, des quelques minutes qu'on a passées ensemble? Écoute, extrêmement intéressant. Je retiens que ChatGPT est un très bel outil, vraiment, parce que franchement, c'est un condensé de très bonnes informations. Bien sûr, c'est toi, Yannick, qui apporte toute la valeur. Mais ce que je retire, il y a plein de choses, c'est vraiment déjà de commencer à me focus sur nous manager, moi et Flo, pour ensuite donner les bonnes pratiques et les bons usages à nos managers, et puis ensuite adapter ce management en fonction des différents pôles pour qu'on essaye de créer quelque chose de très harmonieux, même si c'est un petit peu idyllique. Je pense que c'est un truc qui peut se faire. Donc voilà. Et puis je serais ravi de recevoir de nouveau chez Com pour pouvoir faire monter en compétence les équipes. Avec plaisir. Quand tu veux pour un truc sur le feedback ou sur la délégation, je suis chaud, avec plaisir. Clairement. Merci beaucoup de ton temps. Merci à Yannick. tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt.
Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.